No episódio anterior do Eurocomics. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao Eurocomics, um canal do YouTube dedicado ao melhor do quadrinho europeu. Hoje falamos sobre o volume 1 de Jim Hawkins, O Testamento de Flint, publicado pelas edições Ankama em 2015, livremente inspirado na obra do escritor escocês Robert Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro, lançada em 1883. Este livro já contou com várias adaptações para o cinema. No mundo dos quadrinhos, A Ilha do Tesouro também já contou com várias adaptações, das quais citamos esta aqui de Émile Bravot, publicada nos números 173 e 174 da revista Jebuquina. O personagem principal deste clássico da literatura infanto-juvenil é Jim Hawkins, um jovem que passa seus dias pensando em aventuras de piratas cujos pais são donos de uma pequena pensão. Seguindo os passos do livro de Stevenson, Jim Hawkins ganhou série própria, criada por Sébastien Vastras, que desenvolveu todo um universo antropomórfico em que os personagens animais possuem características humanas. Neste primeiro volume do quadrinho da Ankama, Jim Hawkins sabe que não ficará muito tempo com seus pés em terra firme, tendo sempre os olhos no mar e no horizonte, sonhando com uma vida voltada para o desconhecido e o mistério, até que um dia tem um encontro com Bill Bones, um velho lobo do mar que mudará completamente seu destino. Bones fica um tempo hospedado na estalagem de sua família e mostra a Hawkins um misterioso baú que contém um pequeno livro de contas e um mapa que levaria ao lendário tesouro do capitão J. Flint. O Eurocomics recomenda a leitura das emocionantes páginas deste volume 1 de Jim Hawkins, que ainda apresenta no final uma linda galeria de desenhos. E a gente espera que alguma editora publique no Brasil. Até mais! Neste episódio do Eurocomics... Et nous voici avec Sébastien Vastras qui va répondre à quelques questions sur Jim Hawkins. Bienvenue sur Eurocomics, Sébastien. Merci, bonjour, merci de m'accueillir. Oui, avec plaisir. Au milieu de tant de classiques de la littérature, pourquoi avoir choisi justement L'île au trésor pour l'adapter en bande dessinée, en BD? Je connaissais L'île au trésor, bien sûr, avant de le lire, parce que j'y avais déjà vu des adaptations. Moi, j'ai grandi dans les années 80, et dans les années 80, j'ai eu l'occasion de découvrir des séries de films, mais aussi une série animée, Takarajima, qui a existé dans les années 80 et j'avais vraiment adoré à l'époque. Et donc, vraiment, ça a infusé en moi pendant plusieurs années jusqu'à ce que je me décide enfin à lire toute une série de classiques de la littérature, dont L'île au trésor, et j'ai eu un véritable coup de cœur sur ce roman. Et pourquoi avez-vous décidé de faire une BD, une bande dessinée au style anthropomorphique dans laquelle vous humanisez les animaux? Alors en fait, cette idée d'intégrer cette histoire dans un univers animalier est venue bien plus tard en fait, parce que il s'est écoulé à peu près 13 ans entre le moment où j'ai voulu faire cette adaptation, et donc j'ai accumulé pendant des années un certain nombre de connaissances, de recherches. Je me suis beaucoup documenté. Voilà, j'avais un dossier dans mon atelier où régulièrement je venais y apporter des éléments, que ce soit iconographique, des photos, des reportages, comme ça, qui d'une certaine manière, je savais aller nourrir mon adaptation, mon interprétation de l'œuvre. Jusqu'en 2011 à peu près, j'ai fait ce travail vraiment d'accumulation de recherche. Et c'est seulement à partir de 2011 que j'ai eu cette idée de le faire avec des animaux. Pourquoi? Parce que justement, ça n'avait jamais été fait avec des animaux, a priori, et que L'île au trésor étant un classique maintes fois adapté déjà, c'était une manière pour moi de l'adapter de manière plus originale. Voilà.
et nous montrons aujourd'hui les tomes 1 de cette série. C'est une édition spéciale, mais pouvez-vous également nous parler un peu des autres tomes déjà parus? La série continuera-t-elle ou il s'agit d'une trilogie? Alors, je l'ai souvent dit, en fait, les trois albums constituent une adaptation complète de l'œuvre de Stevenson, hein. Le roman L'île au trésor n'est pas un très gros roman, mais c'est un roman quand même bien garni. Et voilà, j'ai traité l'intégralité de l'œuvre en trois albums. Maintenant, c'est très tentant pour moi, à un moment, dans quelques années, de revenir et me plonger à nouveau dans cet univers de Jim pour créer et inventer une série spin-off qui pourrait être soit un préquel, soit une séquelle. Et par exemple, si ça se passait 10, 15 ou 20 ans plus tard, on pourrait très bien imaginer les aventures de Jim devenu adulte. Voilà. Mais ça sera pour bien plus tard. Et pouvez-vous nous parler un peu de votre processus de travail? Est-ce entièrement numérique? Sur le dessin, bah moi, je travaille à la fois de manière traditionnelle, c'est-à-dire que je dessine, je fais mes crayonnés sur du papier comme ça, par exemple, hein. Donc, papier-crayon. Ensuite, je fais mes planches originales sur des feuilles de papier et je travaille à l'aquarelle avec des encres aquarelles, mais uniquement en noir et blanc. C'est-à-dire que je ne m'intéresse pas à la couleur de manière traditionnelle. Ensuite, une fois que ma planche est terminée, je l'importe, je la scanne à l'ordinateur et là, je fais ma mise en couleur numérique. Et je mélange comme ça, je mélange les deux techniques, numériques et traditionnelles, les deux. Le marché de la bande dessinée au Brésil, il est très, très différent de celui franco-belge. Mais une BD inspirée du livre L'île au trésor, avec un thème plus populaire, a de grandes chances d'être publiée ici. Souhaitez-vous que votre bande dessinée touche le lecteur brésilien en portugais? Bah oui, oui, bien sûr, j'adorerais ça. Ce serait assez extraordinaire. Oui, bah, quand on reçoit des nouvelles traductions de tel ou tel pays, j'ai reçu le mois dernier, j'ai eu la version allemande et la version polonaise. C'est toujours intéressant pour nous de voir que notre travail va être lu à l'étranger. Le Brésil, oui, moi je ne connais pas du tout les éditeurs brésiliens. Et si un éditeur brésilien intéressé qui se rapproche d'Ankama, mon éditeur, il n'y a pas de problème, au Et contraire. qui va surtout regarder cette vidéo. Ah bah oui, avec plaisir, j'espère. J'espère. Et quels sont vos héros préférés de la BD franco-belge ou de la BD Ouh, américaine, donc de la ouais, BD en de général? la BD, en fait, je crois que j'en ai eu à différentes étapes de ma vie. Quand j'étais enfant, j'étais très, très influencé par Disney, donc les Mickey, les compagnies. Voilà, ça fait vraiment partie des premiers héros, on va dire. Et puis en franco-belge, forcément Astérix. Moi, je suis beaucoup plus Astérix que Tintin. Je suis beaucoup plus français que belge, de toute façon, dans mes influences. Mais j'aimais aussi beaucoup Tintin, hein. Mais Astérix, pour moi, c'est vraiment le summum. Et Uderzo, c'est vraiment un dieu du dessin absolu, quoi. Ensuite, quand j'ai grandi, j'ai eu d'autres influences parce que j'ai eu d'autres rencontres graphiques, on va dire. Il y a des auteurs comme Régis Loisel qui m'ont beaucoup marqué. Enfin, il y a eu plusieurs séries chez l'éditeur Delcourt qui m'ont beaucoup marqué. Je les cite tout le temps. La première d'entre elles, c'est Légende des contrées oubliées en trois albums, qui est une série magistrale et culte d'Heroic Fantasy. Il y a eu la série Aqua Blue de Vatine et Kaito. J'en parle parce qu'on est à quelques jours de la sortie d'Avatar 2 et Avatar, le film. il y a quand même de fortes chances que James Cameron ait eu dans ses mains les albums d'Aqua Blue. Il y en a eu d'autres, énormément d'autres. Il y a une série que j'adore de Marini qui s'appelle Gypsy,
je voudrais aussi ajouter cette influence-là, c'est l'influence du manga. Dans les années 80, forcément, j'ai découvert le manga comme toute ma génération. Et donc, moi, je suis un grand fan de Dragon Ball, je suis un fan de Akira, un fan de Naruto. Voilà. Et ma toute dernière influence, c'est les œuvres d'Urasawa, qui a fait Pluto, Billy Bat, 20th Century Boys. Et il y a cette BD-là qui s'appelle Franck, qui est très, très inspirée du manga, n'est-ce pas? Publié chez Oui. Alors, Dupuis. Franck chez Dupuis, qui est dessiné par mon copain Brice Cossu. Ouais, je connais. Je connais. Très bien. Et quels sont les auteurs ou personnages des BD brésiliens que vous connaissez? Oui, je crois qu'il y a un auteur que j'aime bien de science-fiction, là, c'est Léo, je crois, chez Dargo, l'auteur de Aldebaran et Betelgeuse, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est dingue, c'est que on parlait de ces séries, je parlais de ces séries avec un ami la semaine dernière. Bah, mais j'ai Aldebaran, Betelgeuse et tout ça. Oui, j'adore. Ce fut un plaisir de vous interviewer, Sébastien, et j'espère que vous viendrez plus souvent à Reconviction. Bah, j'espère surtout venir plus souvent au Brésil. Merci, merci. À bientôt. Au revoir, PH. C'est comme ça que vous avez appris le français, alors? Non, j'ai passé 10 ans dans l'Alliance française en train d'apprendre le français. J'ai étudié l'histoire, j'ai étudié la littérature, mais pour parler comme je parle, je ne sais pas si je parle bien, mais Ah, je si, parle. super. Mais merci, oui, c'est parce que j'écoute France Info tous les jours. Ah, d'accord. Il y a 15 ans que je fais ça tous les jours. J'écoute, moi, je pense, quand je vais au travail, je suis en train d'écouter France Info. Et c'est ça, 4 heures par D'accord. jour en écoutant le français, où le français, il va pénétrer dans ma tête. Ouais, c'est ça. Mais Très bon apprentissage. merci, merci. C'est pas exactement l'école, c'est pas exactement la BD. Oui, ces choses-là, elles m'aident beaucoup. Mais moi, je pense que c'est la radio parce que je travaille dans une radio et moi, je pense que la radio, c'est tout. Ouais, pour moi. C'est-à-dire les hôpitaux, les commissariats, les prisons ou encore. Et quand je regarde un film sur Netflix, je les regarde doublés en français. C'est bien. Un véritable amoureux, là. Exactement, je suis un Brésilien fou de la BD et qui aime beaucoup votre culture, la culture franco-belge, c'est ça.